je tiens à mettre en garde, dès le début de cette vidéo, certains propos pourront être choquants, vulgaires, sexistes. Puisque je traite du sujet du cyberharcèlement et de la haine en ligne, je vais rapporter certains commentaires qui sont d'une vulgarité ignoble. Âme sensible, s'abstenir. J'hésite encore à censurer le son des mots qui seront trop vulgaires parce que je ne veux pas que le référencement YouTube en pâtisse. Je veux que cette vidéo ait la plus grande portée parce qu'elle peut être utile à beaucoup de monde et en même temps je veux pas nuire à l'intégrité de mon propos. Grosse hésitation, on verra au montage. Putain comme t'es laide, MDR. Elle a vraiment un faciès de gobelin, la pauvre. Si elle était humble et une femme de valeur, elle aurait pu transformer en force son immonde visage. C'est un laxatif visuel. Rien à foutre de tes conneries. On t'emmerde. De toute façon, les meufs, c'est juste des vidéos. Non, je leur adresse la parole que quand je suis bourrée. Je les supporte plus sobres. Alors ce qu'elles peuvent penser, t'imagines bien que je m'en torche le cul. Elle est dégueulasse, bordel. Les hommes qui tapent dans cette meuf, je comprends pas. C'est une 3 sur 10, putain. Elle est pas foncièrement moche, mais il y a un truc qui la rend vraiment répugnante. Je sais pas c'est quoi. Quelle connasse, vis ta vie, tout cela n'intéresse personne. Bouffonne, allez, remballe tes histoires à la con. Ceci n'est qu'un infime échantillon de tous les commentaires que j'ai analysés, décryptés pendant des semaines pour préparer cette vidéo. Le sujet que je m'apprête à traiter ici n'est pas un phénomène isolé de 2-3 rageux frustrés derrière un écran. C'est un phénomène de société. C'est une radicalisation montante. Et je suis pas en train de tirer la sonnette d'alarme parce que je suis une femme, parce que je suis créatrice de contenu et parce que je m'alarme d'un rien. J'ai documenté cette vidéo très sérieusement. J'adresse cette vidéo à tous les créateurs et créatrices de contenu, tous ceux qui prennent le risque de s'exposer sur les réseaux sociaux. Comment se protéger au maximum face aux haters. Cette vidéo se veut comme un kit de survie anti-hater. Peut-être que je vais le mettre en titre. L'idée, c'est de mieux connaître leur stratégie, leurs mécanismes pour moins tomber dans leur piège, pour ne pas réagir de manière attendue de leur part. Sinon, c'est nourrir leur propre jeu et leur haine. L'idée, c'est aussi de savoir ce que dit la loi concrètement. Quels sont les leviers d'action? Quels sont les recours possibles quand on est victime de ça? L'idée, c'est aussi de protéger sa santé mentale, mais surtout, le message de fond de cette vidéo, comment continuer cette belle aventure de la création de contenu qui est tellement source d'épanouissement malgré la haine en ligne, parce que je suis persuadée que les réseaux sociaux sont abominables ou formidables selon ce qu'on en fait. Ce n'est qu'un outil et nous sommes chacun libres et responsables d'en faire quelque chose de bien. Ça fait un peu bisounours, non? Ça va? Pourquoi moi je traite ce sujet? Parce que c'est mon boulot. Je m'appelle Mathilde, j'ai 29 ans, je suis fondatrice d'une agence d'influence spécialisée dans la culture et le sport. Et donc je veux pas laisser mes créateurs de contenu tout seuls face à ce problème. Et il s'avère que j'adore ouvrir ma gueule et j'adore les sujets non consensuels qui intéressent du monde. D'habitude, j'aime parler d'argent parce que l'argent en France, caca, tabou, tout le monde critique mais tout le monde en veut. Un de mes sujets de prédilection. Je veux pas être une agence d'influence militante, mais je veux être une agence d'influenceurs combative. Il y a une autre raison qui fait que je m'intéresse à ce sujet. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de rouge. C'est que je suis juriste et mon âme de juriste ne peut pas laisser de côté ce sujet. Souvent en France, quand on n'a pas le bagage juridique des études correspondantes, on comprend mal comment fonctionne la justice. Parce qu'on va pas se mentir, elle nous aide pas beaucoup pour être compréhensible. Alors que nul n'est censé ignorer la loi. C'est un autre sujet. Mon but dans cette vidéo, c'est de donner un maximum d'infos pour être armé face au cyberharcèlement. Qu'est-ce que je peux faire? Que dit la loi? À part porter plainte, quels sont mes leviers d'action concrets? Et d'ailleurs, je vais vous donner un bonus pépite qui est 1000 fois mieux et sous-coté que la plainte. Vous verrez. Si les journées faisaient 72 heures, j'aurais une vie parallèle où je serais avocate spécialisée en droit du numérique et de la personnalité en ligne et je me spécialiserais dans le fait de poursuivre chaque personne qui a mis une once de haine répréhensible pénalement sur un commentaire sur internet et je les poursuivrai avec la plus grande patience du monde. Bon, j'ai choisi une autre activité, je dédie mon temps au développement de mon agence d'influence. Si ma façon de présenter les choses, de m'exprimer, de traiter de ces sujets, du développement de mon entreprise ou de mon ambition t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner ou à mettre un like sur cette vidéo, ça encourage beaucoup. L'idée de cette vidéo, c'est de faire sauter ce sentiment d'impunité chez les haters. Pour certains, les poursuites arrivent. Vous êtes pas prêts?
Les haters devraient détester cette vidéo. Si jamais vous passez par là, n'hésitez pas à balancer votre haine en commentaire de cette vidéo. Ça augmentera le référencement et je vous en serai très reconnaissante. Cette vidéo va être divisée en 3 parties. Première partie, donner le cadre légal. Quand on est victime de cyberharcèlement, qu'est-ce qu'on peut faire? Que dit la loi? Ce bébé-là, il raconte quoi? Si jamais ce cadre légal t'intéresse moins, j'ai divisé la vidéo dans la timeline et tu peux directement aller à la partie 2. Partie 2, non? Je sais pas faire 2 avec les... Bah non, oui, range ton pouce. Partie 2, pourquoi le hater existe? Pourquoi ce nuisible émane de la société? On va faire une sociologie du hater. Dans cette partie, je me prends pour Jamie dans C'est pas sorcier. Peut-être que les plus jeunes n'auront pas la ref. Oh, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être une ancienne, j'ai l'impression d'être vieille, je me déteste. Mais ça va aller Mathilde. Dans moins de 6 mois, j'ai 30 ans. Ça va aller. Allez, on reprend son sérieux. On fait l'adulte avec du café. Partie 3. C'est bon, il y a 3 doigts. Que faire face aux haters? Un peu plus du développement personnel parce que ça fait du bien. Se rappeler des évidences, se répéter pourquoi on fait ce qu'on fait. Et je vais donner des outils à utiliser pour être le plus solide possible face à la haine en ligne. Ça ne remplace pas une thérapie psychologique, on est d'accord. Malgré tout, ça peut aider au quotidien, ça peut faire du bien. Pour la conclusion de cette vidéo, vous verrez que j'ai été amenée à me remettre en question en tant qu'individu, en tant que femme et en tant que créatrice de contenu. Et je m'attendais pas du tout à ça. Bon, on va faire la meuf sérieuse. On va mettre des lunettes qui sont toutes salies par mes cheveux. C'est bien, je suis vachement crédible. Ça passe ou pas? Ça passe. Partie 1. C'est parti. Le cadre légal. Quand on parle des haters, ça touche à plusieurs notions du droit du numérique et du droit pénal. Le harcèlement, le cyberharcèlement, la diffamation, les injures, le raid numérique. La définition du harcèlement. J'ai mis un post-it, normalement. Si j'ai pas trop été débile, c'est celui-là le bon. Ah, voilà, j'ai trouvé. Article 222-33-2-2 du code pénal. Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Pas cher payé. Si je résume, ce sont des propos ou des comportements. Il faut le caractère répété et il faut dégrader les conditions de vie, santé physique ou mentale. Les deux rentrent dans la définition. Et ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est le caractère répété. Parce que parfois, quand on est victime de ce genre de choses et qu'on va porter plainte, les autorités peuvent nous dire oui, mais ce n'est arrivé qu'une fois, donc pour parler de harcèlement, c'est compliqué. Il faut que ce soit arrivé plusieurs fois. Ce caractère répété, vous allez voir qu'on va réussir à le faire sauter. Il s'avère qu'en 2018, il y a une loi qui est venue condamner plus sévèrement le sexisme et la haine en ligne. Cette loi s'appelle la loi Schiappa parce que Marlène Schiappa en est une des instigatrices. Bon, je porte pas cette ministre particulièrement dans mon cœur. Malgré tout, je salue l'initiative. Loi Schiappa du 3 août 2018 visant à mieux condamner les violences sexuelles et sexistes. Il y a une partie sur le cyberharcèlement. L'infraction de harcèlement est également constituée lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes de manière concertée ou à l'instigation d'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée. En fait, là, on a la définition du raid numérique. Grâce à cet alinéa, le caractère répété n'est plus une nécessité pour porter plainte contre cyberharcèlement. Je m'explique. Si vous avez quelqu'un qui lance un sujet sur un forum pour vous insulter, il a juste lancé le forum avec le sujet qui est dénigrant sur votre compte, et qu'ensuite plein de personnes viennent réagir de manière insultante, de manière diffamante, eh bien on peut parler de harcèlement. On peut poursuivre chacun, même si aucun d'eux n'a répété l'action. En fait, il a pris part à ce qu'on appelle un raid numérique, avec un effet de meute. Et ça, c'est puni de 2 ans de prison et d'une amende. C'est vraiment une révolution en droit pénal. Autre point légal, la question du harcèlement en ligne soulève la question de la liberté d'expression. Où est la limite? Souvent, les haters en appellent à leur liberté d'expression. Ils sont libres de critiquer. Effectivement, ils sont libres de dire que c'est de la merde selon eux. Aucun problème avec ça. Il faut savoir qu'en France, la liberté d'expression, y compris en ligne, est régie par la loi de 1881. Plus d'un siècle. Il y a 150 ans, si je fais un calcul à la louche, je suis tellement nulle en calcul mental. Bref, je me lance pas là-dedans. Et c'est une loi qui interdit les injures, les incitations criminelles, la diffamation. Article 29. Tu es où, mon loulou? Loi du 29 juillet 1881
1. Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Merci le code pénal. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative, je vais y arriver, dubitative, ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Bref, communiquer le fait qu'on a insulté quelqu'un. Toute expression outrageante qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. Injure, diffamation, on a des définitions. Et c'est intéressant de s'intéresser, super le pléonasme. Et c'est utile de s'intéresser à la définition légale de la liberté d'expression en France, parce qu'il y a notamment une très grande différence entre le modèle français et le modèle américain. Si on prend la loi californienne, la liberté d'expression est totale. On a souvent l'occasion de le constater quand on regarde le niveau des débats politiques outre-Atlantique. Je ferme cette parenthèse politique. Et d'ailleurs, cette liberté d'expression est protégée par le premier amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Sacro-sainte Constitution, il n'y a pas besoin d'être juriste outre-Atlantique pour savoir que la Constitution des Amerlocs, ils y tiennent comme la prunelle de leurs yeux. Merci les séries et les films hollywoodiens. Bon, en gros, pour eux, tant qu'il n'y a pas d'agression physique très proche, ça va, on peut tout dire. Le modèle français, il est beaucoup plus limitatif, mais parfois il donne l'impression qu'il met un pansement sur une jambe de bois. Ça, c'est mon opinion. Si jamais le sujet de la différence entre le modèle français et le modèle américain de la liberté d'expression vous intéresse, je vous invite à aller voir le reportage un peu daté, mais toujours d'actualité, Les réseaux de la haine, par l'éditorialiste Rokhaya Diallo, qui a été prise pour cible. Et elle s'est intéressée au sujet tout en menant son combat judiciaire pour aller chercher, déterrer l'un de ses haters notamment. Elle a réussi à extirper à Twitter l'identité de l'un de ses haters qui est arrivé jusqu'au banc de la justice. Autre élément du cadre légal, en 2016, il y a un code de conduite de l'Union européenne contre les discours haineux en ligne qui a été signé par plusieurs plateformes, notamment Facebook, Twitter, maintenant X, Google, Webedia, agence de communication. On va en reparler plus tard. Là, il vient de se passer un truc et ça explique pourquoi j'ai changé de coupe de cheveux. En fait, ça faisait 15 minutes que je parlais dans le vide alors que mon téléphone s'était éteint parce que plus de batterie. Je ne sais pas si je vais le garder au montage. On va reprendre là où ça s'est arrêté. Ce code de conduite, il a apporté un changement majeur, permettre le signalement de tout contenu haineux en moins de 24 heures. Ensuite, la plateforme étudie le contenu, voici les problématiques et éventuellement prend des décisions comme le supprimer. La démarche est mignonne, mais c'est juste une profession de foi pour faire joli. Le greenwashing de la haine en ligne. Peut-être que si tu me connais, c'est parce que tu sais que je suis l'agent de Laura in Paris, qui a été prise pour cible pendant des semaines sur un forum qui était quotidiennement alimenté sur la moindre de ses vidéos ou le moindre de ses propos. Et j'aimerais que vous voyiez à quel point ça peut aller loin et à quel point les haters sont à côté de la plaque sur la partie juridique. À l'époque des faits que j'évoque, elle avait environ 10 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et sa chaîne est essentiellement constituée de vlogs hebdomadaires. Elle documente sa vie, ses passions, sa pratique sportive, le fait qu'elle est professeure de philosophie contractuelle qui prépare un concours de la fonction publique, le fait qu'elle adore Paris et qu'elle y vit alors qu'elle n'est pas originaire de Paris, la vie d'une fille de son âge qui est heureuse et qui le partage. Tu peux à la rigueur trouver ça ridicule, aucun problème, détestable, condamnable même moralement, à la rigueur. Tu peux t'insurger de la stupidité intellectuelle des vidéos aujourd'hui, du contenu, bla bla bla. On connaît le discours. La meuf, elle fait de mal à personne, ok? Et malgré tout, elle a subi ce qu'elle a subi. Des mois et des mois, quotidiennement, elle était l'objet d'insultes, de diffamations. Sa famille était évoquée, ses sœurs, son père, son origine sociale. Ses choix amoureux étaient remis en question. Son physique était analysé de la tête aux pieds. J'insiste sur les pieds parce que les fétichistes tarés sur ces forums sont monnaie courante. Elle était notée sur son physique. Ça oscillait entre 1 et 6 sur 10. Trop aimable. Elle était lynchée aussi sur ses ambitions professionnelles et ses capacités
propriété intellectuelle, puisque en toute franchise et avec beaucoup de courage, elle a partagé sur sa chaîne YouTube les fois où elle a préparé et passé le concours du CAPES, la certification de philosophie, et donc les haters se sont délectés de ses échecs. Les dénigrements et les diffamations ne se sont pas arrêtés là. À plusieurs reprises, elle a reçu des commentaires d'une personne qui s'amusait à divulguer en commentaire sous ses vidéos YouTube son adresse et le nom de son ex-compagnon. Laura, évidemment, pendant plusieurs jours, était en stress à analyser sa chaîne YouTube pour supprimer le plus rapidement possible le moindre commentaire qui faisait état de son adresse personnelle sous ses vidéos publiques. À ce jour, on ne sait pas comment il a obtenu ces deux informations. Pour l'adresse, on a un petit doute. On pense qu'il a regardé plusieurs de ses vidéos et qu'il a étudié en croisant avec Google Street pour voir dans quel quartier elle habitait. Il a dû faire un travail de fourmi. C'est dire à quel point les gens peuvent être tarés. Mais la folie et les faits répréhensibles ne se sont pas arrêtés là. Un jour, elle ouvre sa boîte aux lettres, elle voit un courrier avec en tête de la mairie de Paris. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est pour brouiller les pistes? Est-ce que vraiment la personne est aussi stupide au point de prendre un courrier sur son lieu de travail et comporter une photo de son ex-compagnon? Attendez, la folie ne s'arrête pas là. Quand elle a été prise de colère et de panique, Laura s'est dit qu'elle allait pousser un coup de gueule avec une vidéo sur Instagram pour dénoncer ce qui lui est arrivé, pour montrer aussi la réalité, l'envers du décor des réseaux sociaux quand on partage du contenu. Et sur le forum, certains haters l'ont accusée de vouloir attirer l'attention, quand d'autres insinuaient qu'elle avait complètement inventé ce qui lui était arrivé. À ton avis, elle fait ce short, sous-entendu cette vidéo, pour faire quoi? Attirer l'attention. Les haters sur le forum ont considéré qu'il n'y avait rien de répréhensible ni de problématique du point de vue de la loi. Et ils se permettaient d'y aller de leurs petits commentaires analyse juridique, c'est-à-dire qu'ils se sont inventés juristes. Et là-dessus, j'arrive. Premièrement, ceux qui voient le problème. Calmez-vous, par contre, le forum a survécu à bien pire. Sous-entendu, c'est pas parce qu'il y a eu un petit dégénéré qui a envoyé un courrier à son adresse que nous allons être censurés, modérés et que notre forum va être fermé. C'est plus un délire là, c'est du harcèlement ciblé avec doxing, lettres envoyées chez elle, photos balancées. Le mec ou les mecs qui ont fait ça vont se faire soulever sévère. On parle de 2 à 5 ans ferme si c'est retenu comme harcèlement en meute plus atteinte à la vie privée. Et tous ceux qui ont liké, relayé, alimenté le truc, c'est fini les c'est pour rigoler. Parce que jusqu'à maintenant, toute cette haine, c'était juste pour rigoler. Vous avez foutu la haine à une meuf IRL pendant 1 an. Ça a duré longtemps. Vous allez assumer comme des grands. Imagine, t'es une femme. Des détraqués du forum avec la pire réputation, le forum jeuxvideo.com, on va en parler, écrivent full commentaires ou t'envoient des messages privés. Tu lis sur ce même forum des topics de toi qui te rabaissent ou te sexualisent, et là tu reçois un courrier d'un membre de cette communauté de détraqués qui met juste une photo de ton ex. Donc tu es au courant que des dizaines de détraqués ont potentiellement ton adresse postale. Pas de quoi en faire un drame, voyons, j'aime beaucoup son ironie. Lâchez-la, bordel, elle vous a rien fait. Être harcelé par des détraqués qui bouclent sur toi, ça doit être horrible. J'espère qu'il sera identifié et qu'il va prendre cher. J'arrive, attendez la partie 2. Ça, ce sont ceux qui réalisent le problème. Maintenant, ceux qui sont à côté de la plaque. Elle a reçu une lettre avec une photo de son ex dedans. Il n'y a rien de menaçant. Elle en fait beaucoup quand même. Les émotions, le ressenti, ton avis, c'est quelque chose. Le code pénal en est une autre. Là, on a un expert pénaliste. Je ne suis pas en train de débattre avec toi sur la santé mentale du type qui a envoyé le courrier, car on est d'accord. Merci. C'est absolument pas illégal ni condamnable. Et une personne lui répond, apparemment sur le forum, on est sur son dos depuis des mois, donc il n'y a pas juste un courrier. Lui considère que rien que le courrier, pour lui, ça va. Il n'y a rien à voir avec la justice, sauf s'il y a autre chose. Envoi de photos lambda par courrier n'est pas un motif de condamnation. Oui, je nie pas que le corbeau est un détraqué, mais il n'y a rien de condamnable. Pas de harcèlement, une seule lettre mentionnée, c'est pas répété. On a quelqu'un qui maîtrise la notion de harcèlement dans le code pénal. Pas d'insultes, menaces, trucs à caractère sexuel, juste une photo d'un type. À moins qu'il continue ses carabistouilles, il n'y a aucun chef d'accusation qui peut le mettre dans la merde pour cette photo. J'aime bien parce que le terme chef d'accusation révèle que cette personne est juriste de pacotille, biberonné aux séries hollywoodiennes et à NCIS et qu'il parle en termes de mandat et de chef d'accusation. Ça sonne très vocabulaire juridique à la sauce à Merloc. Sur le fait qu'il y a des tarés qui stalkent toute sa vie, il y a quelqu'un qui lui répond, franchement il y a des gars qui regardent ces vidéos de merde juste pour pouvoir cracher sur elle. C'est pas une vie ça. On peut considérer qu'elle fait des vidéos de merde à la rigueur,
D'ailleurs, libre à chacun de juger selon ses goûts. Mais là, c'est de l'ordre du pénal. Et attendez, moi je vais vous apporter l'interprétation juridique. Enfin, il y a ceux qui disent « tu t'exposes, donc c'est mérité ». Tu ne peux pas arrêter tous les détraqués sur Internet. La réalité, c'est qu'il peut y en avoir un jour qui va venir à son domicile et lui faire du mal. Quand tu t'affiches sur Internet, tu es à la vue de tous les malades, tu prends des risques en t'affichant ainsi. Conclusion, il faudrait arrêter, fermer sa gueule pour ne plus subir ces risques, plutôt que de poursuivre pénalement les gens qui ont un comportement répréhensible. C'est à elle de modifier son comportement, bien sûr. Bon, je vous apporte l'analyse juridique. Article 226-1 du Code pénal sur l'atteinte à l'intimité de la vie privée. Chapitre 6, des atteintes à la personnalité, section première de l'atteinte à la vie privée. Article 226-1 est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait au moyen d'un procédé quelconque volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. En captant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de leur auteur des paroles, des informations, des données personnelles sur quelqu'un sans son consentement. Grossièrement, c'est ça que ça dit. Je vous rappelle, ce truc est allé tellement loin qu'elle a reçu un courrier chez elle par un taré. Maintenant, que faire quand on est victime? Premièrement, je vais vous évoquer tous les trucs qui semblent inutiles dans la majorité des cas. Quand je dis que ça semble inutile, c'est parce qu'on le sait tous, la justice est lente et ça peut mobiliser beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissements de notre part, parfois pour rien. Classement sans suite, pas de condamnation pénale de l'auteur, c'est monnaie courante. Déjà que c'est souvent le cas pour le alors du harcèlement en ligne. Première chose qu'on peut faire, c'est signaler le contenu illicite sur la plateforme Pharos. C'est une plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Derrière, il y a une antenne de la police. Cette plateforme, dans certains cas, peut éventuellement contacter la plateforme qui héberge le contenu. Deuxième possibilité, demander directement à la plateforme le déréférencement du contenu. Ça veut dire que ce contenu n'est plus visible dans le pays où vous accédez à la plateforme. Pour faire ça, il faut utiliser un formulaire de la CNIL qu'il faut adresser à la plateforme. La plateforme a un délai pour vous répondre. Et si vous n'obtenez pas de réponse ou que la réponse n'est pas satisfaisante à vos yeux, là, vous pouvez saisir la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés. Dans les faits, elle a un gros pouvoir, c'est vrai, mais elle a tellement à faire que ce genre de choses est quand même bien loin dans ses priorités. Troisième chose que vous pouvez faire, c'est déposer une main courante. À ne pas confondre avec la plainte. Une main courante, souvent on considère que ça ne sert à rien. Ça ne sert que si vraiment vous envisagez des poursuites plus tard ou que vous pensez que votre vie ou que votre intégrité est menacée. Une main courante, c'est une preuve supplémentaire à un dossier. Mais si plus tard vous n'avez aucune intention de constituer un dossier à présenter aux autorités, à présenter à la justice, effectivement, on peut considérer hâtivement que la main courante ne sert à rien. C'est juste une mention, c'est un acte qui sert de preuve pour alimenter un dossier bien plus développé. Quatrième possibilité, vous pouvez faire appel à un commissaire de justice, attention c'est payant, pour acter un contenu problématique dont vous avez été la cible. Si vous considérez que vous avez été menacé, que vous avez subi une diffamation par un contenu, vous passez par un commissaire de justice pour qu'il donne une plus grande crédibilité à cette preuve, encore une fois pour alimenter un dossier si vous voulez un jour porter ça devant la justice. Enfin, une femme qui se lâche les cheveux, c'est qu'elle passe aux choses sérieuses. Ou c'est l'inverse, c'est quand elle s'attache les cheveux, je sais pas. Bon, allez hop, on va se servir des lunettes comme serre-tête, on connaît. Enfin, porter plainte. La main courante est un élément de preuve parmi tant d'autres et qui a une faible valeur. La plainte, c'est une façon de demander à la justice d'agir. Vous lui présentez une situation que vous considérez problématique du point de vue de la loi et la justice va s'en emparer pour regarder si effectivement il y a un problème. Et s'il y a un problème, c'est porté devant un juge. En fait, quand vous portez plainte, vous entamez une procédure pénale. En vrai, c'est inutile une plainte juste comme ça. Si vous portez plainte juste pour un contenu, ça va être classé sans suite au bout de 6 mois, 1 an. Ne portez plainte que si vous êtes prêt à aller au combat, à investir du temps et de l'argent dans un combat judiciaire. La justice est injuste. Je suis désolée de vous l'apprendre. Vous pouvez vous en insurger. On entend parfois, oui, la justice, elle est injuste, elle fonctionne pas, elle est lente, elle punit pas les auteurs de délits. Écoutez cette citation que j'aime beaucoup. La justice est une erreur millénaire qui veut que l'on ait attribué à une administration le nom d'une vertu. La justice a donc évidemment toutes les qualités d'une administration
l'administration, elle en a hélas aussi les défauts. L'administration judiciaire, qui a ses lenteurs, ses rouages grippés, et la vertu de la justice, l'idéal de la justice. Donc si vous portez plainte pour ce genre de fait très courant et avec un dossier très peu constitué, vous avez très peu de chances que votre plainte aboutisse à quoi que ce soit. Moi, je vais vous donner le vrai truc qu'il faut faire. Dissuasif contre les autres haters, qui punit vraiment sévèrement les haters au point qu'ils s'en mordent les doigts, beaucoup plus qu'une sanction de prison avec sursis et le gars il ressort libre et il reprend le cours de sa vie derrière son ordinateur à détester d'autres personnes. Écoutez-moi bien. Au lieu de chercher une condamnation pénale de l'auteur d'un cyberharcèlement, allez plutôt taper dans son porte-monnaie. Ça va être beaucoup plus dissuasif. Et en plus, ça va vous rapporter de l'argent parce que vous réclamez des dommages et intérêts pour préjudice subi. Le préjudice peut être physique, mais il peut être aussi moral. C'est beaucoup plus intéressant que de porter plainte au pénal. Peut-être qu'il faut que je fasse un petit aparté, petite différence entre le civil et le pénal rapidement. En gros, le civil régit les relations entre les personnes. Si vous avez une guéguerre avec votre voisin, c'est du civil. Aucun n'a enfreint la loi, personne n'a tué l'autre encore, mais vous n'êtes pas d'accord sur la délimitation de toi, ton buisson il est trop loin ou il est trop près, ton chien il aboie trop fort, ça me dérange, etc. Ça c'est du civil. On considère que c'est une justice réparative, c'est-à-dire qu'il y a une nuisance, le fait de vivre en société avec d'autres gens là, quelle idée de respirer en même temps que nous. Bon bah ça peut avoir des nuisances et si on considère qu'on subit un préjudice, on peut réclamer des dommages et intérêts, c'est-à-dire que la personne doit nous payer pour compenser le préjudice subi. L'idée dans le civil, c'est de réparer la victime. Le pénal, c'est pas ça. Le pénal, c'est l'État, l'arbitre. Il dit faire ceci, c'est interdit. Tuer, c'est interdit. Voler, c'est interdit. Si jamais tu franchis la ligne rouge de l'interdiction, attention, je vais te taper sur les doigts. L'État te poursuit. Ce qui me fait en venir à cette conclusion, qu'est-ce que t'en as à foutre de poursuivre quelqu'un au pénal et que l'État dise ah, c'est pas bien ce qu'il a fait. Ouh là là, il va avoir de la prison avec sursis et 1 euro symbolique d'amende parce qu'il est pas solvable et c'est un chômeur et sa chambre est pue. Pardon pour les chômeurs, je ne vous insulte pas. Mais les haters dans les chambres qui puent, oui. Donc, plutôt que de porter plainte, va chercher sa thune, va chercher des dommages et intérêts. Attention, petit sous-aparté juridique dans cette vulgarisation, tu ne peux pas faire les deux. Il y a un principe en droit qui s'appelle una via electa. Là, je fais la meuf avec mon petit adage latin juridique. Ça veut dire que tu dois choisir, soit tu choisis le pénal, soit tu choisis le civil. Article 4 du Code de procédure pénale, non, ne vous enfuyez pas, le pénal tient le civil en l'état. La locution latine entière, histoire de me la péter, c'est una via electa non datur recursus ad alteram. Ça veut dire quoi déjà? Une voie ayant été choisie, il n'est pas donné ou permis d'en recourir à une autre. Dès le début, tu choisis, après c'est foutu. Parenthèse juridique fermée. On a fini cette première partie qui pourrait valoir une vidéo à elle toute seule. Combien de temps va durer ma vidéo? Partie 2. Pourquoi le hater existe? Sociologie du hater en gros. Je tiens à adresser des remerciements tout particuliers aux haters, oui eux-mêmes. Grâce à des archives qu'ils alimentent, j'ai réussi à retrouver tous les éléments de preuve pour pouvoir mener les procédures judiciaires que je veux. La stupidité humaine m'étonnera toujours. Je suis notamment allée sur le forum jeuxvideo.com, souvent abrégé en JVC, où ils prolifèrent. Et les haters sur ce forum, pour la pérennité de leur démarche, ils tiennent des archives pour que ça se perde pas malgré les modérations et les censures des gens qui tiennent le site internet. C'est incroyable. Encore aujourd'hui, j'ai pas compris. Encore merci pour cette stupide générosité. Face au cyberharcèlement, les créateurs de contenu se heurtent à une mécanique de communauté structurée, organisée pour attaquer. Elle vient tester les limites, elle se nourrit de la haine et elle a ses propres codes, ses propres stratégies et son propre langage. Pour survivre face à eux, il faut reconnaître leurs tactiques et ne pas jouer leur jeu. C'est le but de ce kit de survie. Le profil type du hater, majoritairement, ce sont des jeunes hommes en quête identitaire, un goût pour l'humour noir et la provoque. Derrière leur humour, ils banalisent la haine. Et donc, en faisant ça, ils attirent les jeunes avec une contre-culture cool. Les haters, c'est aussi un entre-soi, une sous-culture qui est un terreau fertile pour des idées nationalistes, des idées racistes. C'est souvent un microcosme antiféministe, très lié à l'extrême droite. Et c'est un vrai laboratoire du malaise masculin contemporain. Il y a un vrai processus de radicalisation dans un entre-soi qui se nourrit. Et en fait, il y a un discours de « c'est nous contre eux ». Et ce
discours victimaire, il est permanent, il soude encore plus cette communauté. Et d'ailleurs, ça leur permet de justifier d'autant plus leurs attaques. Typologie des différents types de haters. Il y a le troll provocateur, celui qui vient piquer pour susciter des réactions. Il cherche de l'attention en ayant la punchline, en riant de quelqu'un. Ensuite, il y a le frustré agressif. Alors lui, il déferle sa haine parce qu'il est frustré socialement, sexuellement. Et il prend pour cible ce qu'il perçoit comme une réussite injustifiée à ses yeux. Il y a le moraliste destructeur. Il prêche la bonne parole. Lui, il sait tout comme il faut que la société soit. Et en défendant certaines valeurs et certains principes, utilise de la violence verbale contre quiconque n'a pas les mêmes valeurs. Enfin, le mouton, le hater de groupe. C'est le suiveur, mais attention, il peut faire du mal aussi. Lui, il aime bien se liguer aux autres. Quand il voit qu'il y a moyen d'humilier, d'en rajouter une couche, il est content. Un des foyers les plus connu en France, c'est le forum Blabla 1825 du site internet jeuxvideo.com. Au départ, c'était un espace de culture gaming et ça a viré de bord. Histoire d'illustrer à quel point c'est pas juste un phénomène ponctuel mais que c'est un vrai phénomène de société, j'aimerais vous citer l'affaire Nadia Dam de 2017 sur ce site internet jeuxvideo.com justement. Un homme y avait harcelé la journaliste après une chronique d'elle qui lui avait déplu. L'affaire a été portée devant les tribunaux, elle a été médiatisée. Ce mec a été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes à 5 mois de prison avec sursis, 2500 € de dommages et intérêts, assortis d'une obligation de soins psychologiques. Il a fait appel. La peine a été légèrement aggravée. Au lieu de payer 2500 € de dommages et intérêts, il doit en payer 4000 à la journaliste pour préjudice moral. C'est toujours ça de prix. L'homme était un étudiant en philosophie et assistant d'éducation, donc un jeune monsieur tout le monde. Et qu'est-ce qu'il avait pu dire sur le forum? Je cite, « Il aimerait baiser son cadavre pendant que son mec regarde », et le texte qu'il avait posté comportait aussi des menaces de viol de la fille de la journaliste. Rien que ça. Après ce scandale, JVC s'est engagé à modérer beaucoup plus son forum et la société propriétaire de ce forum jeuxvideo.com, qui est Webedia, a promis de s'associer aux poursuites de cyberharcèlement. Je pense que vous pouvez vous lever tôt avant que Webedia ne vienne vous aider dans vos poursuites de cyberharcèlement. Quand même, les plateformes qui hébergent ce genre de forum ont commencé à se dire il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas laisser la porte ouverte à toutes les fenêtres et il faut qu'on modère, qu'on crée une forme de censure quand c'est trop extrême. Et on va voir qu'il y a un effet paradoxal. En fait, la modération est contre-productive. Si on tente de les modérer, les haters contournent la modération, déjà par l'humour, le troll, en considérant qu'ils ne font qu'usage de leur liberté d'expression. Ou ils vont ailleurs et ils se radicalisent. Et quand ils se font modérer, ils disent, vous voyez, on est victime. Dans leur stratégie de contournement, ils développent leur propre langage. Alors, j'ai enrichi mon vocabulaire. Je vous mets quelques exemples. À un moment, c'est moi qui ai reçu un commentaire qui disait que j'étais une proie au 4. Je sais même pas comment ça se prononce. Ça veut dire que je suis une femme de petite vertu. Un vide, c'est... Ça va, je l'ai compris assez rapidement. À un moment, il y a un gars qui disait qu'il valait mieux se FAP que de chercher à fréquenter des femmes. Je me suis dit, ça veut dire quoi se FAP? Je suis allée chercher. Ensuite, j'avais déjà entendu parler du terme incel. Et j'ai découvert un autre terme, une radicalisation. Le Pokémon, il évolue. D'abord, il est incel et ensuite, il devient MGTOW. Incel, c'était une situation qu'il subissait. Célibataire, involontaire. Ce serait de la faute des femmes. Et d'ailleurs, ces gars, on va le voir, dénoncent une certaine misère sexuelle. Ils considèrent que l'émancipation de la femme leur a fait du mal et que c'est plus difficile pour eux d'avoir des rapports sexuels. C'est comme si on avait une dette envers eux et qu'on devait s'en acquitter. Je trouve ça passionnant. Et donc, utiliser les mêmes termes, se comprendre, ça renforce l'entre-soi. Allez, parenthèse fermée sur le petit lexique du hater. Pause café, recoiffage. Ça passe. Ça passe. En plus du contournement de la modération, il y a un autre problème. Cette communauté développe un discours victimaire. Regardez, on nous censure parce qu'on dit la vérité. Vous vous faites avoir par le politiquement correct. Donc le problème de la modération, c'est qu'il renforce les liens de cette communauté et que ces forums deviennent une fabrique de contre-culture cool, avec de l'humour acide qui dénigre les gens. La haine devient un ciment identitaire. Dernier problème, et pas des moindres, que pose paradoxalement la modération de ces forums, c'est que les éléments les plus radicalisés se déplacent vers des forums où il y a moins de censure. Safe place to hate, parce que la modération y est moindre, voire inexistante. Ils peuvent y être encore plus hardcore. Il y a le forum Ave Noël, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est souvent abrégé en AVN, des discours racistes, misogynes,
masculinistes, propos qui sont pourtant pénalement répréhensibles. En général, quand on a 2 ou 3, t'as moyen d'avoir la collecte. Les forums, quand ils deviennent un peu toxiques, ils se régénèrent ailleurs et en pire, coupent la tête, il y en a 2 qui poussent. On se demande vraiment comment modérer ces forums face à la haine en ligne. Donc au fur et à mesure de mes recherches, je suis tombée sur des forums d'archives de ces forums. Écoutez bien parce qu'encore aujourd'hui, je n'ai pas compris le pourquoi du comment. Admettons que ces gars diffusent leur haine en ligne. Ok, ils sont relativement protégés par leur anonymat, par le fait qu'ils se soudent. Ok, ils sont enorgueillis de ce sentiment d'impunité parce que quand même, quand la justice en top 1 ou 2, c'est symbolique, ça fait figure d'exemple, mais la majorité ne risque pas grand-chose. C'est ce qu'ils se disent. Les gars sont tellement attachés à la pérennité de leur forum et de leur liberté d'expression, écoutez-moi bien, qu'ils font de l'archivage. Quand je suis allée chercher de la matière, des vrais commentaires de haters, je les ai trouvés grâce à JV Archive. Et je me suis demandé pourquoi les gars gardaient des preuves de leurs méfaits. Parce que les gars se sont pris pour des documentalistes, des scientifiques qui ne veulent pas perdre leur travail. Ils veulent assurer une mémoire collective, pérenniser leurs écrits. Merci les gars, je trouve ça d'une stupidité ahurissante. Ça me sidère. Mais on peut se demander pourquoi, à l'échelle de la société, il y a ce phénomène. Et essayer de trouver des causes. La nature humaine, comment elle évolue à l'ère du numérique. Il y a une solitude croissante, en tout cas ressentie, et ça peut générer de l'insatisfaction personnelle, des frustrations, un besoin d'exister malgré tout si on n'est personne dans la société, dans le monde réel. Par la provoque, on se sent intéressant, on se sent exister, on génère des réactions chez une audience. Alors je suis pas en train d'excuser, on peut quand même pointer du doigt la bêtise humaine, on est d'accord, l'appauvrissement intellectuel peut-être aussi. Malgré tout, je me suis posé 2 questions. Est-ce que les femmes sont plus touchées que les hommes? J'en ai parlé à quelques créateurs de contenu hommes qui estimaient que oui. Bon, c'était leur opinion avec laquelle je suis d'accord, mais je cherche des arguments. Je cherche pas juste à faire la victime et à dire je suis une cible toute désignée parce que je suis une femme. Et à ce sujet, je vous invite à aller voir le documentaire de l'éditorialiste Rokhaya Diallo qui a été prise pour cible de manière très violente. Il y a eu des insultes, c'est une chose, et une incitation au... Elle aussi, comme la journaliste Nadia Dam en 2017, elle est allée jusqu'au bout. Elle est allée déterrer le haters de derrière son écran. L'intéressé a été amené devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Rokhaya Diallo était très intéressée à l'idée de voir qui a pu prononcer ces menaces de à son encontre, et elle a découvert un jeune homme de 23 ans, un travailleur de la RATP, Monsieur Tout-le-Monde. Et ça lui a fait encore plus peur, parce qu'un peu comme l'affaire Pellico, ça fait se dire, quand on marche dans la rue, potentiellement, ça peut être tout le monde. Le jeune homme, évidemment, était très choqué d'arriver devant le juge, un peu comme dans l'affaire Nadia Dam en 2017, mais celui-là a adopté un discours victimaire, alors que dans l'affaire Nadia Dam, le coupable estimait user de sa liberté et jusqu'au bout, il n'en a pas démordu. C'est pour ça d'ailleurs que sa peine a été aggravée quand il a fait appel. Pour lui, il usait juste de son droit de critique et de contradiction. Je rappelle qu'il disait vouloir baiser son cadavre devant son mari et que sa fille se fasse... Autre question que je me suis posée, est-ce que les Français sont plus des rageux que les autres? Vaste sujet, je pourrais en faire une autre vidéo. Il y a beaucoup de tabous en France, notamment le tabou de l'argent, que j'adore. Le tabou et l'argent. Parmi les explications de la haine en ligne, il y a une frustration sociale qui monte. Notre société est de plus en plus marquée par la comparaison sociale. Évidemment, c'est accentué par les réseaux sociaux. Quand on prend son téléphone, on a une fenêtre sur la meilleure partie de la vie de certaines personnes qui se décident à poster leur vie parce qu'elles la considèrent suffisamment bien pour en parler. Le biais de perception est donc énorme. Et donc, si on est insatisfait de sa vie, voir quelqu'un réussir, quelqu'un qui en plus assume ses différences, sa personnalité face à une caméra alors que ça peut être très intimidant, eh bien ça peut réveiller un sentiment de frustration, un sentiment d'injustice. En fait, je pense que
beaucoup de haters ne s'attaquent pas à la personne directement parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise, ils ne la connaissent pas, quand bien même elle partage des éléments de sa vie privée. Il y a un monde entre voir les vidéos de quelqu'un et le connaître dans la vie. Je pense que ces personnes s'attaquent à ce qu'elle incarne, une certaine liberté, une certaine forme de réussite, une certaine visibilité qui peut être enviée, des choses qui peuvent sembler hors de portée pour beaucoup de personnes. Quand j'ai vu à quel point les haters pouvaient consommer du contenu qu'ils détestaient pour passer du temps à exprimer leur haine, j'avoue, j'ai été sidérée par le fait de pouvoir perdre autant de temps de sa vie dans du contenu qu'on n'aime pas. Littéralement, on prend plaisir à éprouver de la haine parce que sinon, on ne poursuivrait pas. Personne ne s'inflige quelque chose qu'il n'aime pas volontairement, à moins d'être malade psychologiquement. Quoique, on peut considérer qu'ils ont un problème psychologique, légitimement. Clairement, ils ont un problème à consommer du contenu qu'ils n'aiment pas. Il peut m'arriver de regarder une vidéo que je n'aime pas, je passe à autre chose. J'ai pas de temps à perdre, mon temps est précieux, ma vie est tellement précieuse, j'ai tellement de choses à accomplir, j'estime avoir beaucoup d'ambition, j'ai pas de temps à perdre, j'ai une vie à réussir, j'ai des trucs à faire. Chaque minute de ma vie, si je l'utilise pas pour moi, que ce soit pour mon bien-être ou mes accomplissements, je fais quoi de mon temps de vie? Un peu comme un jeu vidéo d'ailleurs. J'ai un temps de vie disponible, si je le gâche, il n'y a pas de retour en arrière. J'avoue, même après toutes mes recherches, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi ces gens passent tant de temps à consommer du contenu qu'ils n'aiment pas. Parce qu'à la rigueur, tu n'aimes pas une vidéo, tu n'aimes pas la personne, allez, tu déchaînes ta haine, c'est rigolo 2-3 secondes, tu te fais des copains haters et tu passes à autre chose. Mais non, ils alimentent la roue et ils attendent les prochaines vidéos de la personne qu'ils détestent pour pouvoir les commenter. Il y a vraiment une logique de communauté. Bon, une communauté de personnes qui n'a pas de vie, mais elles s'en créent une collectivement et virtuellement. J'en démords pas, regarder des vidéos que tu détestes, c'est soit maso, soit teubé, soit les deux. Le sociologue Eric Goffman explique que chacun gère son image publique comme un acteur gère son rôle et que le hater, lui, il projette son propre inconfort sur ceux qu'il trouve trop à l'aise. Il y a certaines choses dont il ne serait pas capable qui font que plutôt que de passer du temps à essayer de s'élever, il préfère rabaisser. Il y a par le fait de s'exposer face à une caméra et de le diffuser en ligne, un certain courage qui lui le met mal à l'aise. Il trouve qu'il y a une certaine forme d'injustice à réussir par ce biais-là. Autre explication sociale possible de l'existence des haters, c'est ce qu'on entend parfois sous le terme misère sexuelle. Attention, je prends des pincettes quand je l'évoque. C'est clair que dans les fils de discussion des haters, il y a un sexisme latent, plus ou moins prononcé, plus ou moins hardcore. Et j'ai été étonnée de constater que certains se confient sur leur mal-être, sur leur misère sexuelle, le fait qu'aujourd'hui c'est plus difficile d'avoir des relations sexuelles, de trouver des partenaires sexuels. En toile de fond, ce qu'ils critiquent, c'est l'émancipation des femmes, elles font trop les meufs. Beaucoup de mecs arrêtent d'être des incels, des célibataires involontaires qui dénigrent la femme parce qu'elle veut pas coucher avec eux, et ils deviennent des MGTOW, Men Going Their Own Way. Pour s'affranchir de ce qu'ils ressentent comme un besoin sexuel insatisfait, ils préfèrent assumer leur célibat, en faire un choix, une revendication. Ça leur permet de taper d'autant plus fort sur la femme. Le MGTOW est un incel qui s'est radicalisé. Je précise quand même que statistiquement, les hommes ont plus de partenaires sexuels au cours de leur vie que les femmes. Petite réflexion sur le body count adressé aux masculinistes. Vous chialez parce qu'aucune meuf veut coucher avec vous. Mais vous dénigrez la femme quand elle a plus d'un ou deux partenaires sexuels dans sa vie. Elle est où la logique? Les gars, soyez cohérents. Choisissez une ligne éditoriale, d'accord? Explique-moi. Je comprends pas. Il va rester qui pour ken avec toi? Et au bout d'un moment, faites-vous une raison. Il y a quelque chose de très primaire aussi. Si personne veut coucher avec toi, ton comportement, ta mentalité ne crée pas suffisamment de sécurité, ne serait-ce que temporaire, pour un acte sexuel, pour qu'une femme se projette dans un rapport avec toi. Sélection naturelle, en fait. Tu dégages. Et le pire, c'est qu'au lieu de vous remettre en question et de vous dire comment faire en sorte d'être un partenaire sexuel potentiel pour trouver chaussure à mon pied, que ce soit temporairement ou sur du long terme, on s'en fout. Non, les gars se radicalisent. Les gars persévèrent dans tout ce qui fait que ça les éloigne de tout rapport humain ou sexuel avec une femme. Ouais.
Il y a beaucoup d'humour là-dedans, d'humour noir, histoire d'avoir leur code. Oh, chaud. Je vous propose de vous lire quelques commentaires sur cette frustration sexuelle qui crée du sexisme hardcore. Le truc, c'est qu'une meuf qui ne remplit pas les standards de beauté peut dater des mecs à foison. Et donc, les gars frustrés pètent les plombs, car Célestin, lui, s'il a un match sur Tinder, il est comme un gamin le jour de Noël. Réponse, bah oui, une femme n'a aucun effort à faire pour avoir de nombreux partenaires, à l'inverse d'un homme. Tout ce qu'une femme doit faire, c'est sélectionner ses potentiels partenaires sexuels. C'est tout. Et c'est pas nouveau. Depuis des milliers d'années, les mecs sont prêts à payer pour avoir les faveurs d'une femme. C'est pas faux. Et donc là, on a un gars qui était un ancien incel et qui est devenu MGTOW. Il le dit lui-même dans le forum. Je vais essayer de retrouver le commentaire. Tu as raison en théorie, sauf que beaucoup d'hommes sont drivés par leur libido et leur addiction au porno et sont prêts à faire les simplets, je sais pas, pour juter dans un ton très classe. Ça donne envie de dater avec lui. Le sujet de la frustration sexuelle est beaucoup évoqué. Vous avez qu'à faire pareil et le rapport s'inversera. Soit vous chopez la meuf que vous voulez, soit vous restez célibataire sans plan cul, sans rien. Vous êtes la cause de l'hypergamie féminine, vous plaignez pas que des baleines deviennent exigeantes. En fait, ils blâment l'émancipation des femmes et comme ils se permettent de noter physiquement les femmes, ils considèrent que celles qui sont les moins bien notées, même elles, font les difficiles aujourd'hui. C'est pas eux qui se radicalisent et qui donnent de moins en moins envie qu'on couche avec eux. Non. Je comprends même pas comment vous supportez le post-éjaculation une fois que la dopamine est redescendue, quand vous giclez dans un cajot. Plus jeune, j'arrivais à me concentrer, me donner à fond. J'ai réussi à avoir Supaéro, une école difficile j'imagine, plus monter un business qui a duré 2 ans avant que Google le déréférence du jour au lendemain. On retrouve des éléments du discours victimaire, mais il est très présent chez ces gens-là, c'est jamais de leur faute, c'est toujours des raisons externes qui expliquent leur situation. Maintenant j'ai une meuf, elle se plaint H24 qu'on fait rien alors qu'on sort tous les week-ends, dépense toute la thune, jamais contente, invente des dramas et des besoins pour gâcher toujours plus de temps et d'argent. Du coup, j'avance plus dans ma vie, mon compte en banque ne monte plus, je me sens brisée. Là, on a quelqu'un qui partage sa frustration sociale et de couple. Les hommes regardent avant toute chose le physique et les qualités féminines. Être une bonne mère, avoir un faible body count. La question de la valeur de la femme, qui se fonde sur avoir très peu de partenaires sexuels, on s'en fout du fait que tu développes ton cerveau, on s'en fout de tes études, c'est à quoi tu ressembles, quelle note je te mets physiquement, est-ce que tu as couché avec peu de mecs, et basta. C'est le problème de toutes les femmes modernes, les mecs se servent d'elles comme un vitre. Aujourd'hui, une femme sans photo sur Tinder, en 5 minutes, elle a plus de 100 matchs. Les hommes et les femmes ont perdu beaucoup de qualité dans les relations à cause de ces applis en réalité. Ça ne profite ni aux hommes ni aux femmes. J'ai même envie de dire que ça profite exclusivement au top 1% des hommes qui peuvent avoir des vies de à disposition qui sonnent chez eux. Cette frustration sociale et sexuelle est très présente. Autre explication de l'existence des haters, le hater se cache derrière l'anonymat d'un profil et ça le désinhibe. Il se sent beaucoup plus libre de dire des choses ignobles. Le sociologue Antonio Casilli parle de la dissociation numérique. On dit des choses en ligne qu'on n'oserait jamais dire en face. Internet crée un sentiment d'impunité, mais pas partout. Par exemple, sur LinkedIn, il n'y a pas de haters. Les gens ne se permettent pas. Leur nom et leur prénom est affiché, leur carrière professionnelle est exposée, leurs collègues, leurs patrons voient ce qui s'y passe. Donc là, c'est marrant, ils prennent pas le risque. Alors que le pseudo, l'écran, l'absence de conséquences directes crée une violence gratuite décomplexée. Et un exutoire, ça fait du bien si on est frustré socialement, sexuellement, dans sa vie privée, dans son couple. Le fait qu'il n'y ait pas de haters sur LinkedIn montre l'hypocrisie de ces gens-là. LinkedIn, temple du consensualisme professionnel où tout le monde sauve la veuve et l'orphelin sur son temps libre. Ah, là-bas, tout le monde il est gentil, tout le monde il est bienveillant. Il n'y a pas de haters. En plus de l'anonymat qui permet à une certaine lâcheté humaine de s'exprimer, il y a un effet mouton, clairement, un mimétisme d'injures. Quand il y en a un qui commence, d'autres personnes vont sentir que les vannes sont ouvertes. C'est plus facile de déverser de la haine sur de la haine que de commencer, d'instiguer. Donc, je pose la question, les haters sont-ils plus bêtes que méchants? Allez écouter cet épisode de podcast après avoir fini ma vidéo. Bam, partie 3. Comment on affronte ces gens-là? Avec quelle mentalité il faut continuer à créer du contenu? Quels sont les outils qu'on peut utiliser pour affronter ces débiles, pour se rendre plus fort? Première vraie question, est-ce que je réponds ou est-ce que je réponds pas?
Peut-être que tu connais déjà l'effet Streisand de l'actrice Barbra Streisand. Cet effet désigne un truc qui se passe dont tout le monde se fiche, mais la personne concernée réagit de manière agacée, irritée, et c'est par sa réaction qu'elle va jeter un coup de projecteur sur la situation. Il y a quelques temps, il y a eu l'affaire Body Minute qui a fait couler beaucoup d'encre. Une cliente avait mis une vidéo parodique pour critiquer un petit peu la façon dont les esthéticiennes de Body Minute se comportent. Mais c'était une vidéo caricaturale, humoristique, assumée. Et jusque-là, la vidéo TikTok n'avait fait que quelques vues. Mais la directrice de Body Minute s'est insurgée sur les réseaux sociaux. Elle a dit que la personne serait poursuivie pour diffamation. Et là, tout le monde s'est emparé de l'affaire. La vidéo TikTok de la jeune fille a explosé. Et ça montre à quel point une gestion exécrable d'une situation peut avoir un effet complètement contre-productif. Parfois, ne pas répondre est la meilleure des choses à faire. Il y a une expression chez les community managers: don't feed the troll. N'alimente pas le hater. Si tu réagis de manière outrée, si tu essayes de donner des arguments pour expliquer pourquoi la personne qui te critique a tort, tu tombes dans son piège. Donc soit ne réponds pas, soit utilise les codes des haters pour répondre, c'est-à-dire l'humour noir et le troll. Je pense notamment à une Instagrammeuse qui utilise souvent les commentaires de ses haters pour créer du contenu. Elle prend un commentaire, ça l'inspire et elle en fait une vidéo où elle tourne le commentaire en dérision. Par contre, il arrive qu'elle tombe vraiment sur des tarés qui vont la harceler. Par exemple, là, elle avait un gars qui lui mettait des commentaires à répétition en lui disant: si tu acceptes pas ma demande Instagram, je vais faire tourner toutes tes photos sur plein de sites. Évidemment, elle a demandé à ce qu'on signale la personne. Autre conseil que je peux vous donner, c'est de tenter au maximum d'aimer les commentaires de ses haters. Je m'explique. Quand quelqu'un répond à un contenu, même si c'est de manière négative, c'est qu'on a touché quelque chose du doigt. On a écorché un sujet qui intéresse quelqu'un. Et le fait de susciter des réactions, c'est bon pour votre référencement. Quoi qu'on en dise, l'algorithme, il adore ça. Mieux vaut des commentaires, quels qu'ils soient, plutôt que de ne susciter aucune réaction. Je vous invite à aller voir ce short YouTube qui est très court de Adam Digital Business. Pourquoi j'adore les haters? Et il rappelle que ça nourrit l'algorithme, ça suscite des réactions et de l'engagement. Histoire d'être armé contre les haters, je vous propose quelques petits mantras pour avoir un mindset de développement personnel renforcé. Ok, le dev perso, je trouve ça creux, mais parfois, il n'y a pas de mal, ça fait du bien, d'accord? Et dans ce genre de circonstances, il n'y a pas de mal à se rappeler des évidences. Tu veux être aimé ou tu veux être payé? Si tu partages du contenu sur les réseaux sociaux, quel est ton but? Est-ce que tu cherches à te créer des opportunités? Est-ce qu'à terme, tu veux trouver des collaborations et rentrer de l'argent? Rappelle-toi que Squeezie ou Lena Situation, peu importe que tu aimes ou que tu détestes leur contenu, au début, ils n'étaient personne, ils étaient ridicules dans leur chambre et beaucoup de personnes se foutaient de leur gueule. Aujourd'hui, on peut toujours les détester, éventuellement, ne pas aimer ce qu'ils représentent. Quoi qu'il en soit, ils ont réussi, du moins économiquement et socialement. Ils ont acquis un certain capital symbolique dans une certaine communauté. Auprès de la jeunesse, tout le monde les connaît. Et même si quelqu'un les déteste, leur compte en banque, il est rempli. Donc, je pense que ça leur fait une belle jambe d'être encore détestés ou d'avoir été détestés par le passé, et qu'un billet de banque, c'est pratique pour essuyer ses larmes. Créer n'est pas un crime, réussir non plus. Tu ferais mieux d'apprendre à être détesté, sinon tu vas te retrouver dans une prison dont les barreaux sont les désirs des autres. Or, les désirs des haters, c'est que tu fermes ta gueule. La prison n'est pas terrible. Personne ne te voit en ennemi, ok, t'es pas important. Personne ne parle dans ton dos, ok, t'es pas pertinent. Quelqu'un veut te voir chuter, ok, t'es au-dessus. Comment rester pauvre et triste? Prendre conseil et critique des gens dont tu ne veux pas la vie. Les haters surviennent quand quelqu'un prend un risque, quel qu'il soit, à commencer par le fait de s'exposer devant une caméra et de le diffuser sur les réseaux sociaux. Et c'est pour moi la preuve de leur plus grande lâcheté. C'est tellement plus facile de dénigrer, de critiquer que de créer. Quand on n'arrive pas à s'élever, quand on ne sait pas par où commencer, eh bien c'est plus facile de descendre les autres.
Petit rappel important, il faut quand même distinguer les atteintes psychologiques des commentaires de haters, ce que ça nous fait. Il ne faut pas les sous-estimer pour autant, mais il faut les distinguer des conséquences dans la vraie vie. Avant qu'il y ait une vraie conséquence, il peut y avoir un monde. Donc il faut relativiser et il faut quand même se rappeler que ces deux mondes sont éloignés, le monde virtuel et le monde réel. Bon, on a vu avec une de mes créatrices de contenu qu'elle a quand même reçu un courrier d'un malade mental chez elle. Donc je ne nie pas qu'il peut y avoir des conséquences dans la vraie vie, mais c'est pas la majorité des cas. Il faut retenir que les réseaux sociaux sont une caisse de résonance négative. Exemple avec le racisme, quand on n'est pas raciste, on ne passe pas son temps à le dire, on ne passe pas son temps à se justifier, on mène sa vie et on évoque le sujet rarement de temps en temps. Alors que quand on est raciste, tout comme on est hater, on passe son temps à se justifier, on passe son temps à essayer de rallier des gens à notre cause. Au fur et à mesure de mes petites recherches sur YouTube, je suis tombée sur un short de David Laroche qui disait « Ce qui devrait être ridicule, ce n'est pas d'essayer plein de trucs et d'échouer. Ce qui devrait être ridicule, c'est de laisser les autres dicter sa vie. Et si tu laisses les haters dicter ta vie, c'est quand même le summum du ridicule. Je ne cherche pas à te culpabiliser, je cherche à te rappeler qu'il faut mettre de la distance entre la bêtise humaine et tes ambitions. À partir du moment où on tente un truc, à partir du moment où on fait quelque chose, il y aura toujours des gens pour critiquer. Quoi qu'on fasse. Mais même quand on fait rien, il y a aussi des gens pour critiquer. Donc si tu as certaines ambitions de réussite, si tu tentes des choses parce que tu aspires à mieux, peu importe dans quel domaine, il faut dès le début que tu acceptes qu'il y aura des haters. Tu vas t'en prendre dans la figure. Est-ce que c'est une raison légitime pour ne pas tenter ce qui te fait envie? Non, on est d'accord. Rappelle-toi toujours que les gens qui critiquent sont beaucoup plus nombreux. Ils regardent, ils attendent que tu te casses la gueule. Rappelle-toi qu'il y a ceux qui parlent et qui passent leur temps à parler sur ce qu'ils ont envie de faire et qu'ils aimeraient faire comme toi. Et il y a ceux qui font. Et c'est à ce jour la seule façon de réussir. Je suis tombée sur des petits schémas sur Pinterest qui m'ont beaucoup plu et que je vous partage à l'écran. Le truc avec les réseaux sociaux, c'est que la qualité n'est pas supérieure à la quantité. C'est par la quantité de création de contenu que tu arrives à affiner et que tu amènes de la qualité. Donc, il faut faire beaucoup pour au fur et à mesure taper plus juste. Mais au fur et à mesure de ta création de contenu, forcément, tu augmentes statistiquement le risque d'être détesté, de ne pas être apprécié ou d'avoir un contenu qui déplaît. Il faut accepter le jeu. Je vous invite à aller voir la vidéo d'Antoine BM, comment utiliser les haters à son avantage. Il rappelle qu'on a beau dire qu'on s'en fout, c'est pas vrai, c'est humain, la critique touche tout le monde. Il fait une comparaison que je trouve très mignonne. Il parle des enfants qui font des châteaux de sable à la plage. Il y a ceux qui en édifient et il y a ceux qui détruisent. Les adultes, c'est la même chose. Il y a ceux qui se sentent suffisamment forts et courageux pour essayer un truc, sans savoir si ça va ressembler à un truc bien. Et il y a ceux, incapables de construire quoi que ce soit, qui préfèrent détruire ce que font les autres. Il y a plus de facilité à détruire qu'à construire. La motivation ultime, c'est pas de dire je fais ça pour mes parents, je fais ça pour toi papa, je fais ça pour toi maman, mais on devrait se dire au fond de nous-mêmes, je fais ça pour toi hater. Comme les revanches sur la vie que prennent les adultes qui étaient des enfants qui ont été harcelés à l'école. Autre rappel qui fait du bien, se focaliser sur ceux qui apprécient ce que vous faites. S'il n'y en a pas du tout, remettez-vous en question, mais s'il y en a, qu'est-ce que vous en avez à foutre de considérer des haters qui de toute façon seront là quoi que vous fassiez? Il faut pas chercher le consensus, il faut pas chercher à plaire à tout le monde, il faut chercher à continuer à plaire à ceux qui apprécient notre contenu et rallier ce même type de personnes qui sont susceptibles d'aimer notre contenu. J'ai eu une discussion au sujet des haters avec l'un de mes créateurs de contenu, Corentin Evenot, et dans une vidéo YouTube avec Nassim Saïdi, le créateur de contenu musculation, il évoque un commentaire qu'il a reçu un jour et qui disait « Je n'ai absolument rien compris à votre vidéo, ça n'a aucun sens. Si vous voulez être journaliste, faites des études au lieu de produire une bouse comme celle-ci, monsieur. » Et Corentin, à juste titre, dit « Ma réaction spontanée émotionnelle, quel gros con, il est en train de dire que je fais de la merde. » Mais la deuxième réaction possible, c'est de prendre du recul et de chercher le pourquoi. L'explication logique, factuelle. Pourquoi ma vidéo a suscité chez cette personne ce commentaire? Et là, s'il cherche la cause du commentaire, il se concentre sur « je n'ai rien compris ». C'est de l'incompréhension qui a suscité cette réaction. Suite à ça, Corentin a expliqué dans un commentaire et il a
eu une réponse très étrange. La personne lui a dit « Ah bah oui, merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair, c'est parfait, j'ai compris. » Autre conseil que je prends à Victor Ferry, un créateur de contenu, mettre en place un algorithme hater. Le problème avec les haters, c'est que parfois on leur accorde beaucoup trop de temps et on se saccage et ça nous démoralise. Donc c'est complètement contre-productif de leur accorder trop de crédit. Lui, ce qu'il explique, 1. Si le commentaire, la personne lui a fait se sentir mal, il bloque et il ne répond pas. 2. Si la personne a soulevé un point qui mérite une réponse, il travaille cette réponse à côté et il la transforme en publication. Il en fait une inspiration. Et ce qu'il dit, c'est que c'est comme ça qu'on optimise le temps et qu'on assainit sa communauté aussi. Parce qu'après tout, répondre à un hater, on sait pertinemment que ça ne va jamais, au grand jamais, le faire se remettre en question. Il y a un discours complètement bidon que j'aimerais souligner chez les haters, c'est qu'ils considèrent que si tu t'affiches sur Internet, c'est le risque d'être critiqué au point d'être malmené, insulté, diffamé. Alors je leur rappelle que non, il y a un cadre légal qui fixe des limites entre la critique d'une part et l'insulte, la diffamation d'autre part, mais cette limite, ils veulent pas la considérer. C'est assez étonnant de voir à quel point ils sont persuadés qu'il n'y a pas de sanctions prévues par la loi. Je cite un commentaire: tu ne peux pas arrêter tous les détraqués sur Internet. La réalité, c'est qu'il peut y en avoir un jour qui va venir à ton domicile et te faire du mal. Quand tu t'affiches sur Internet, tu prends des risques en t'affichant ainsi. Sous-entendu, il faudrait faire quoi? Arrêter de créer du contenu. Sauf que le problème, c'est que créer du contenu, ce n'est pas interdit par la loi, alors que insulter, diffamer, c'est interdit par la loi. Écoutez ça, on la critique comme on critiquerait n'importe quelle vidéo de créateur de contenu, comme ça a toujours été le cas ici. C'est le risque d'exposition sur Internet. Le mec qui l'a doxé et qui a posté la lettre doit être condamné. Pareil pour d'autres s'il y a harcèlement caractérisé. Pour le reste, on est dans notre bon droit, n'en déplaise. Je rappelle quand même qu'il faut considérer le point de vue du créateur de contenu qui, tous les matins, se réveille et voit qu'il y a des topics à son sujet. Parmi ces topics, il y a des insultes, il y a le fait d'être abaissé en tant que femme, en tant que créateur de contenu, le fait que sa famille est évoquée, le fait que ses valeurs sont diminuées, le fait d'être noté. D'ailleurs, une femme en parle. Imagine, tu es une femme. Des détraqués du forum avec la pire réputation écrivent full commentaire. Tu lis sur ce même forum des topics de toi qui te rabaissent ou te sexualisent. Et là, tu reçois un courrier d'un membre de cette communauté de détraqués qui met juste une photo de ton ex. Il a ton adresse et pourra la partager s'il veut. Donc tu es au courant que des dizaines de détraqués ont potentiellement ton adresse postale et pourront davantage te pourrir la vie. Pas de quoi en faire un drame, voyons. Ce à quoi quelqu'un répond: et malgré tout ça, tu continues à faire des vidéos sur Internet? Est-ce que c'est normal comme attitude? Donc en fait, il faudrait fermer sa gueule. Le problème, ce n'est pas eux qui critiquent et qui incitent à ce qu'il y ait des détraqués qui te prennent pour cible, c'est le fait de créer du contenu. Mais dans quel monde vit-on? Au lieu de faire œuvre utile en partageant des connaissances philosophiques, je rappelle que ma créatrice de contenu qui a été prise pour cible est prof de philo, elle verse dans l'égocentrisme et le nombrilisme des influenceurs qui amassent de l'argent en profitant de l'ennui ou de la faiblesse de leur public. Ensuite, elle préconise des lectures et professe des opinions politiques immondes, contraires à la France. Donc lui, il a une vision du monde, il veut que tout le monde ait la même vision. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez, c'est de prendre un certain recul sur le phénomène des haters, de ne pas considérer ça comme un phénomène isolé de quelques paumés qui se permettent d'être très violents et dont il faudrait relativiser les propos. C'est vraiment un problème systémique. Ça nous dépasse, mais ceux qui véhiculent de la haine sont ceux qui font le plus de bruit. Et en plus, il y a un effet troupeau par des gens qui se sentent seuls et qui se rallient à cette cause-là. C'est pourquoi je finis cette partie avec une citation de Spinoza. La haine n'est autre chose qu'une tristesse qui accompagne l'idée de cause extérieure. Il y a un mal-être profond chez ces gens-là. Ils pointent du doigt des raisons extérieures à eux, ils ne se remettent pas en question. Waouh, sacrée vidéo. J'espère que je vais réussir à la faire tenir en 1 heure. Je vais conclure de manière assez paradoxale en disant que ça m'a fait me remettre en question sur mon propre comportement en tant que femme, en tant que créatrice de contenu et en tant que citoyenne, en tant qu'être humain. Parfois, j'avais tendance à réagir de manière assez virulente. Je me mettais en général au même niveau de langage et de vulgarité que la personne qui m'invectivait. J'ai tendance avec les haters à appliquer le œil pour œil,
œil dent pour dent. Pas que les haters d'ailleurs, je parle aussi du harcèlement de rue, en tant que femme, de ne pas pouvoir occuper l'espace public au même titre qu'un homme. Le fait d'être sifflé, le fait d'être insulté si on répond ou si on ne répond pas à une interpellation. Le harcèlement de rue pendant un moment m'avait rendue folle. Franchement, j'en avais fait quasi une dépression. Depuis, j'ai déménagé, ça va mieux, mais toutes ces recherches sur les haters, sur la frustration sociale, l'insatisfaction sexuelle, sur la radicalisation des hommes, m'a fait me dire que je ne voulais pas créer le hater de demain par mes réactions. Donc, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'estime qu'en tant que femme, je suis supérieure à l'homme. Non pas parce que j'aurais des qualités humaines ou psychologiques ou intellectuelles supérieures, mais parce que l'homme hétérosexuel, par ce besoin qu'il exprime de vouloir nous fréquenter, se rend dépendant de nous. On a quelque chose entre les mains ou entre les jambes qu'il souhaite. Et ça me rend supérieure. Donc j'estime avoir la responsabilité sociale de ne pas créer le hater de demain. Puisque je m'estime supérieure à ces hommes-là, c'est à moi de tirer les ficelles et de gérer la situation au mieux. Je comprends qu'on puisse critiquer cette opinion que j'ai en me rétorquant notamment le fait qu'il faut arrêter de surresponsabiliser les femmes, le fait qu'il faut arrêter de les pointer du doigt parce que ça reviendrait par exemple à considérer que c'est leur faute si elles se font agresser. C'est un peu le discours de « Ah bah tu t'es fait agresser parce que t'avais une jupe courte ». Évidemment que non, ce n'est pas mon opinion. Ce que je suis en train de dire, c'est que bien que ça paraisse injuste, je considère de fait que les hommes hétérosexuels dans cette position-là, dans ce discours-là, nous donne une arme entre les mains pour les pointer. C'est à moi d'en faire bon usage. Est-ce que je veux faire de cette société une société violente? Est-ce que je veux créer une menace perpétuelle entre hommes et femmes? Ou est-ce que je veux me saisir de ce pouvoir et apaiser les tensions? Je choisis la deuxième option. Et je citerai Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On va pas citer Spinoza tous les matins. Dernier point et dernier conseil, si tu crées du contenu, choisis bien les personnes qui t'entourent et notamment ton agent si tu décides un jour d'y avoir recours. C'est évidemment en tant qu'agent d'influenceur que je parle. L'univers de l'influence, pour plein de raisons, c'est un monde qui peut être très dur, notamment en raison des haters. En plus, il est très mouvant, il est encore en train de se mettre en place. Donc, tous les codes ne sont pas fixés. On est des cobayes. Choisis bien qui t'accompagne dans cette aventure si un jour tu décides de prendre un agent par exemple. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, commenter, que tu aies aimé ou détesté. N'hésite pas à t'abonner. Je partage sur l'ensemble de mes réseaux, Instagram, mon podcast, ma chaîne YouTube, mon ambition, la façon dont je veux atteindre mes objectifs et les réflexions que j'ai en chemin. À la prochaine, ciao!